Bonjour chers étudiants, bienvenue dans votre cours de gestion des ressources humaines. Eh bien, le cours d'aujourd'hui, il porte sur la gestion du recrutement ou le processus de gestion de recrutement. En quoi ça représente un défi pour les gestionnaires que vous êtes? Eh bien, sachez que l'entreprise a souvent de la difficulté de repérer les meilleurs talents. Cette difficulté se traduit souvent par des coûts additionnels à l'organisation. Des coûts en matière de compensation liés justement à un taux de roulement assez élevé, le turnover tout simplement. Un taux de roulement, c'est un taux de départ assez important. Un taux qui se calcule souvent par la proportion des personnes qui décident volontairement de quitter l'organisation euh, et par rapport à celles qui restent. Cette difficulté du processus de recrutement coûte à l'organisation, comme on l'a dit, en termes de rotation, de coûts liés à ce taux de turnover, mais ça coûte également en matière de frais engagés quand l'organisation passe par un tiers, c'est-à-dire quand on passe par des agences de placement. À chaque fois qu'on enclenche un processus de recrutement, ça fait des coûts additionnels pour l'organisation. Un processus de recrutement représente un réel défi et un enjeu complexe pour l'organisation parce que à chaque fois que je me retrouve en tant que gestionnaire incapable de doter, de nourrir ou d'enrichir mon équipe et de mettre à la disposition de mon entreprise un profil de compétences assez aiguisé et assez adapté aux besoins et aux enjeux de mon organisation, eh bien, ceci implique un manque de compétitivité, un manque d'inefficacité au niveau des équipes, une inefficacité bien sûr qui peut avoir des répercussions. Si j'ai besoin de recruter dans les délais d'un mois, c'est-à-dire que au-delà d'un mois, mon équipe risque d'être submergée par la pluralité d'activités, par un surplus de travail. Et un surplus de travail amène énormément de stress, amène également une réduction de la qualité du rendement. Et c'est la raison pour laquelle un processus de recrutement doit être bien structuré. Il doit se fonder, bien sûr, sur une préparation judicieuse des outils RH. Il doit se fonder également sur une préparation de ce processus de manière bien adéquate, tout en cernant le profil, tout en maîtrisant les moyens de sourcing ou tout simplement les moyens de ressourcement et le moyen de communication, tout en maîtrisant la phase d'intégration. Alors, comment gérer un processus de recrutement pour relever le défi de retenir, d'attirer les meilleurs profils de compétences et de savoir les retenir et les intégrer? Ceci constitue le fond de ce cours. Par ailleurs, il y a également un certain nombre d'enjeux sur lesquels j'aimerais qu'on s'arrête. Alors, un processus de recrutement ne devrait pas uniquement être dans une perspective de nourrir un besoin ou de répondre à un besoin de dotation immédiat, mais il devrait être également un levier de mobilisation. Mobilisation. Alors, est-ce qu'on peut mobiliser un candidat? Certes, la réponse serait absurde. Si on répond par un oui, la réponse serait absurde et n'aura aucun intérêt. Mais oui, un processus de recrutement devrait répondre à un besoin de mobiliser les équipes. Parce que si, et on va essayer de voir, en fait, au lieu d'anticiper les réponses, c'est un questionnement auquel je vais répondre, mais étape par étape. Alors, deuxième questionnement, et le deuxième enjeu sur lequel on devrait nous arrêter, c'est comment gérer ce processus de recrutement. Un processus de recrutement ne se résume pas à trois phases: décider, recruter, intégrer. Au contraire, pour certains chercheurs, le travail d'un DRH ou le travail d'un gestionnaire ou son rôle à l'intérieur d'un processus de recrutement, il devrait l'envisager en 6 à 8 étapes. Sommairement, 6 étapes, ça va résumer globalement comment ce processus
va être géré? Quelles sont mes démarches initiales? Quels sont les outils à préparer? Comment gérer le moment de l'entrevue de sélection? Comment gérer le lendemain de la prise de décision? Comment intégrer et assimiler ces nouveaux membres à l'organisation? Ce sont tous des éléments sur lesquels nous sommes supposés faire un arrêt. Alors, troisième questionnement, c'est quels sont les pièges d'une entrevue de sélection? C'est vrai que dans mon deuxième questionnement, fais référence davantage non pas à une entrevue de recrutement, mais un processus de recrutement. Maintenant, au moment de l'entrevue de sélection, parce qu'on parle de phase de sélection, de présélection, phase de sélection et phase d'intégration. Alors, les pièges de l'entrevue de sélection sont souvent liés à la qualité des outils que je mets à la disposition de mes recruteurs, mais ça fait également allusion à la préparation psychologique je dirais, des membres de jury ou des recruteurs. Alors, comment devenir globalement un gestionnaire bien instruit en matière de la gestion des recrutements? Eh bien, il suffit tout simplement de suivre ce cours et d'aller dans une logique d'étape ou de préparation à gérer un processus de recrutement de manière structurée et non pas de manière spontanée. Alors, répondons déjà à la première question. En quoi un processus de recrutement est important pour l'organisation? Comme on l'a dit, un processus de recrutement, c'est ce qui me permet d'enrichir mon équipe, de répondre à un besoin, d'absorber la difficulté des équipes ou du moins d'absorber le surplus ou d'amortir le surplus des tâches, l'explosion de tâches qui souvent devient un fardeau pour les membres de l'équipe et qui, dans la majorité des cas, apporte plus de défaillance en matière de qualité de la prestation. Je prends un exemple. Supposons qu'on est dans une entité hôtelière. On a 4 agents d'accueil. Supposons qu'on est au comptoir de réception d'un hôtel. Alors, au niveau de cette entité, nous aurions besoin d'un concierge, 3 agents, une personne chargée de la gestion de la facturation et 2 agents de réception. Si mon effectif se retrouve avec une très forte demande, eh bien, au moment de l'enregistrement des clients et de la gestion des départs des clients et de la réponse aux demandes et aux exigences des clients, si je fonctionne avec un nombre réduit, forcément, la qualité de la prestation serait mal jugée par le client. Un degré d'insatisfaction qui forcément aura une répercussion immédiate sur le taux de fréquentation de mon entité hôtelière. Et c'est la raison pour laquelle la gestion d'un processus de recrutement devrait aboutir à l'amélioration de la performance autant quantitative que qualitative de mon équipe. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire d'un processus de recrutement un levier de mobilisation en soi? Eh bien, un processus de recrutement devrait commencer déjà par donner aux candidats, aux nouveaux membres de l'équipe, il faut qu'ils soient en mesure de lui procurer un sentiment d'épanouissement. Ça veut dire quoi? Un sentiment d'épanouissement, c'est un sentiment de bien-être, d'équilibre émotionnel, un sentiment d'estime de soi et un sentiment d'équilibre à l'intérieur du nouveau cadre du travail. Pourquoi? Parce que d'où vient ce sentiment d'épanouissement et quel est son effet? Alors, un candidat qui a un profil de compétences surqualifié par rapport au poste qu'il va intégrer. Supposons que vous êtes un jeune diplômé et que vous avez des aspirations à faire des carrières dans le domaine des finances et que vous avez un certain nombre d'exigences, vous avez une vision de ce que serait, pardon, votre sphère professionnelle, les enjeux stratégiques sur lesquels vous aimeriez travailler, etc.
Supposons que vous êtes assimilé à un cabinet d'audit qui a une réputation extraordinaire, qui pour vous offrirait normalement un cadre de travail stimulant, avec des enjeux stratégiques complexes, etc. Et c'est ce qui va vous permettre de mettre en exergue vos compétences. Vous intégrez ce cabinet d'audit et vous vous surprenez à faire un travail de bureau, clérical, administratif, assez simple. Pendant les premières semaines, ce travail risque d'être assez satisfaisant pour vous parce que vous attendez à ce que votre situation, vos tâches soient enrichies dans les semaines qui suivent. Et au bout de quelques semaines, au lendemain ou à la fin de votre période d'essai, on vous annonce que finalement, le poste d'auditeur que vous étiez supposé occuper est comblé et que vous allez continuer à effectuer cette tâche minimale pendant au moins une année, en attendant qu'il y ait une ouverture de poste à l'interne et qu'on va chercher à recruter au niveau interne et vous serez prioritaire. Alors forcément, votre niveau d'épanouissement, il va diminuer. Si le sentiment d'épanouissement diminue en raison de cet écart perçu entre votre profil de compétence et la nature de la tâche qui vous est conférée, eh bien forcément, votre niveau d'intérêt et votre niveau d'épanouissement, votre niveau de rendement, pardon, serait également altéré. Alors, si on voit les choses autrement, vous êtes le recruteur et que vous assimiliez une nouvelle personne à votre équipe. Cette personne a un certain nombre d'objectifs, supposons qu'on est dans une entité administrative publique. Vous recrutez quelqu'un qui a un profil de compétences assez élevé, mais distancié par rapport à l'enjeu de l'organisation. Chose que nous avons vécue dans les années 90 pour des raisons politiques. Certains gouvernements avaient procédé à des recrutements massifs. Et on s'est retrouvé avec des personnes n'ayant pas forcément le profil de compétences nécessaires ou adéquat par rapport à la nature, la nature de la structure à laquelle ils ont été assimilés. Ceci n'a pas diminué forcément le rendement de mon organisation publique, mais ça a certainement eu un impact sur la qualité de la prestation publique, d'où les différents programmes de réforme, d'où les différents programmes de formation, de réhabilitation de ces compétences pour stimuler justement et enrichir les compétences des personnes et les aider à mieux assimiler le sens et les enjeux organisationnels dans lesquels, ou les enjeux de l'organisation dans laquelle ils ont été assimilés. Donc forcément, un processus de recrutement devrait respecter un certain nombre de critères. Déjà, comprendre que assimiler un employé dans une équipe devrait se faire en fonction d'un niveau d'adéquation optimal entre son niveau de compétence et la nature des tâches et responsabilités qui lui seraient conférées. Deuxième chose, on retient qu'un processus de dotation, un processus de recrutement, il devrait permettre aux nouveaux candidats non seulement d'exercer ses connaissances, parce qu'en exerçant ses connaissances, il y a un certain estime de soi. Par ailleurs, il y a également chaque candidat aspire à un apprentissage additionnel. Et c'est la raison pour laquelle plus le profil de compétences acquis ou assimilé à votre entité à travers votre processus de recrutement, plus son profil de compétences est proche à ses aspirations, proche aux enjeux de l'organisation, à ses objectifs, à la nature de l'activité, à la nature du régime de rémunération, plus le niveau de satisfaction de ce candidat serait élevé et plus ce niveau de satisfaction est élevé, plus ces mécanismes d'autorégulation comportementaux seraient enclenchés et plus son niveau de motivation et intérêt et de mobilisation serait plus élevé. Un employé qui est intéressé, qui est satisfait et qui est motivé, forcément va démontrer beaucoup plus de compétences
non seulement individuelles, mais de compétences professionnelles, collectives, chose sur laquelle nous nous étions arrêtés la semaine passée. Alors, on a dit également qu'un processus de recrutement ou un processus de dotation est un levier de mobilisation quand il est efficace. Pourquoi? Parce que quand j'arrive et je parviens à intégrer dans mon équipe un employé, un candidat qui a un haut niveau de maîtrise des enjeux opérationnels, forcément, mon niveau de responsabilisation et d'implication et de délégation des tâches, eh bien, serait plus élevé et forcément, ça renvoie un signal ça renvoie un message ou un signal de reconnaissance et la reconnaissance est un levier de mobilisation en soi. Plus le niveau d'autonomie de mon employé est élevé, forcément, moins moins de stress, moins d'implication, moins de besoin de suivi, moins de charges j'aurai à avoir en tant que manager de proximité ou en tant que superviseur ou en tant que chef d'équipe. Donc, un processus de dotation, il devrait être optimal et il devrait prendre en considération les écarts entre le niveau de compétence ou le profil de compétence recherché et le profil de compétence de mon candidat. Plus cet écart est infime, plus le niveau de rendement qualitatif et quantitatif de mon équipe serait élevé. Alors, quand on procède à un processus de recrutement, retenons les choses suivantes. Quand on est pendant un processus de formation, eh bien, on a la chose sur laquelle nous travaillons, eh bien, c'est le développement de ce qu'on a appelé des compétences génériques. Ce que nous cherchons au moment, ou le sens même de l'existence, pardon, de notre cheminement académique, et l'enrichissement de nos compétences génériques, nos savoirs, nos aptitudes, notre diplomation, l'enrichissement de nos connaissances sur le plan informationnel, sur le plan managériel, sur le plan financier, etc. Au moment d'un recrutement, eh bien, on parle de ce principe de pyramide inversée. Ce qui va intéresser le gestionnaire que vous seriez, eh bien, ce n'est pas la qualité des savoirs acquis, mais c'est essentiellement ce volet de compétences distinctives auquel on n'accordait pas suffisamment d'importance au moment de notre cheminement académique. Autrement dit, les gestionnaires que vous êtes, il faudrait que vous soyez déjà conscient que ce que vous allez évaluer le plus et avec le plus grand intérêt et le plus grand soin, ce ne sont pas les compétences génériques de vos employés ou de vos candidats. C'est plus les compétences distinctives, à savoir les différentes aptitudes, savoir-faire, la façon avec laquelle la personne est en mesure de gérer une situation, de se projeter dans une situation professionnelle et gérer ses difficultés ou proposer des solutions d'affaires justes, etc. Donc, au moment du recrutement, un gestionnaire avisé est peu regardant sur les compétences génériques, mais tout l'intérêt serait porté sur la compétence distinctive. Alors, les étapes du processus de recrutement. Je vais arrêter cette séquence introductive et je la reprends dans quelques secondes.